Bien, merci beaucoup donc aux organisateurs. Effectivement, on va rester dans la continuité. Donc, Séverine Sanson vient de montrer toute la complexité des travaux, essayant de contrôler beaucoup de variables qui sont difficiles à contrôler avec une population très hétérogène, donc de ces patients qui sont à un stade plutôt sévère de la pathologie Alzheimer ou apparentée en EHPAD. Alors, je vais être dans cette continuité. J'ai intitulé donc mon intervention Art et mémoire implicite. Je n'ai pas mis musique, mais en fait, l'idée c'est comment la musique et après, évidemment, d'autres supports ont été le révélateur du fait qu'on était passé à côté du fonctionnement de la mémoire implicite chez ces patients Alzheimer et d'un très bon fonctionnement de cette mémoire qui leur permettait encore de mémoriser de nouvelles informations, mais de manière tout à fait inconsciente. Alors, évidemment, vous savez tous, quand on parle de maladie d'Alzheimer, ce que l'on a en tête, c'est une pathologie qui va détruire différents aspects du fonctionnement de la mémoire, qui va avoir pour conséquence des troubles comportementaux, je ne veux pas insister sur ce point, mais quelles sont les mémoires que l'on considère comme étant altérées chez ces patients et au cours de l'évolution? Bien sûr, la mémoire épisodique, celle qui nous permet d'associer des informations dans un contexte temporel et spatial, la mémoire de travail, mémoire à court terme, et aussi la mémoire sémantique qui d'ailleurs peut être chez certains patients altérée relativement précocement, même si pour la mémoire sémantique les choses sont un petit peu ambivalentes, puisqu'on peut avoir le marquage de l'entrée dans la démence via éventuellement la mémoire sémantique, des troubles de mémoire sémantique, mais en même temps on sait que la connaissance que les patients, je parle bien de patients Alzheimer et pas donc de formes effectivement particulières dites démence sémantique, des démences, eh bien, les patients Alzheimer, de manière traditionnelle, on va dire, conservent malgré tout assez longtemps un certain nombre de connaissances sur le monde. Et si on parle de musique, clairement, eh bien, on montre bien qu'ils conservent la mémoire sémantique, la connaissance de morceaux de musique qu'ils ont appris. Ce qui semble préserver, c'est quoi? Eh bien, la mémoire procédurale, et encore que on pourrait montrer que l'apprentissage procédural est moins efficace chez ces patients, et puis ce que dans certains modèles de mémoire on appelle le système de représentation perceptive, c'est-à-dire une mémoire à long terme perceptive. Alors, chez ces patients, les cliniciens qui ont ces patients en institution se sont rendus compte que malgré leur amnésie, puisque quand ils arrivent en institution, ils sont généralement à un stade avancé de la pathologie, ce sont des patients très amnésiques, au sens traditionnel du terme. Donc ils font des activités, on vient les voir au bout de 15 minutes, 10 minutes qu'ils ont arrêté ces activités, vous savez ce qui se passe, on leur demande qu'est-ce que vous avez fait, je n'ai rien fait et je ne m'en souviens pas. Et pourtant, les cliniciens remarquent que les patients peuvent avoir une forme de sentiment de familiarité, c'est-à-dire qu'ils se familiarisent avec différentes informations, et ça peut être notamment leur visage. Alors, j'illustre ça tout de suite parce que je vais parler effectivement de sentiment de familiarité, c'est-à-dire ce sentiment de connaissance que les patients peuvent acquérir au fur et à mesure du fait d'être exposés donc à des informations, et notamment les visages des soignants. Ici, deux patients, dont vous voyez les caractéristiques. Ces patients, si donc on les met dans une situation, on leur présente deux psychologues, une avec qui ils ont fait des activités, et une autre, ils ont fait des ateliers, une autre qui vient d'arriver dans l'institution. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi j'ai une petite question à vous poser. Est-ce qu'il y en a une que vous connaissez déjà? Ah oui, je la connais. Ouais, ah, très clair. Cette jeune fille, vous la connaissez? Oui. Et celle-là, est-ce que vous la connaissez déjà? Je me rappelle pas très bien. D'accord. J'ai dû la voir moins souvent. Ah bah peut-être. D'accord. Vous la connaissez? Oh toi. Et puis alors, attends, il y a un petit trou là pour moi. Alors, ces deux jeunes filles-là, est-ce Oui. que tu les déjà... Ah, Tu les as déjà vues? cette demoiselle, oui, beaucoup. Mais moi, je sais pas si c'était tout à fait ou alors Ouais. c'était plus loin. Donc alors, cette jeune fille, Oui, oh ben celle-là, je la connais. tu la connais? Ah oui. Et celle-là, en particulier, cette jeune fille-là? Je me souviens pas ou alors.
Donc, ça, les cliniciens nous le disent fréquemment, mais oui, oui, ils nous reconnaissent. Ils nous reconnaissent, ils finissent par s'habituer au lieu, etc. Et pourtant, donc, oui, cette jeune fille, je la connais, mais jamais elle va être capable, donc la patiente, de pouvoir donner le prénom, même si elle l'a dit tous les jours, etc. Donc ça, c'est assez intéressant à remarquer. Alors, est-ce qu'il y a une préservation de capacité musicale? On en a parlé. Effectivement, l'impression clinique, on va dans ce sens, puisqu'on est capable de leur faire chanter des chansons anciennes. Il y a des publications sur les patients avec une maladie d'Alzheimer qui étaient anciennement musiciens et qui ont des capacités préservées, voire qui peuvent réapprendre des nouvelles informations musicales. Mais ce n'est pas si clair que ça, parce que si vous faites un test épisodique de mémoire musicale, vous allez montrer que, évidemment, si vous demandez un rappel explicite à ces patients, ils vont être aussi détériorés, même avec un matériel musical. Donc, la mémoire explicite de la musique, elle se détériore aussi. Mais il semble que si on répète effectivement donc une situation, il puisse y avoir un ancrage qui se réalise. Alors c'est sur la base de ces observations que, en fin de compte, on a mis en place une expérience d'apprentissage de chansons qui a commencé donc grâce à l'impulsion d'Odile Le Tortu, qui était médecin coordinateur donc dans une EHPAD avec laquelle on travaille. Vers 2005, qui a pu montrer en définitive que ces patients très amnésiques étaient capables d'apprendre les mélodies de chansons. Ils n'apprennent pas le texte par cœur, alors même qu'ils ne se souviennent pas avoir participé aux ateliers. Ça se passe de la manière suivante. En 5 minutes, vous allez avoir, en fin de compte, le type de séance. On présente lors de la première séance une chanson qu'ils ne connaissent pas et on leur demande justement, est-ce que vous connaissez cette chanson ? Est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous la connaissez? Vous connaissez pas Madame Marconnet? Non, moi non plus, c'est là que je parce que je n'ai pas jamais entendu que... Alors tous les patients sont des patients à un stade avancé de la maladie d'Alzheimer. Vous verrez les MMS pour certains. Voilà, je voulais connaître vos sentiments sur la musique, sur les paroles. Vous la trouvez belle? Ah ben oui, mais je ne connais pas. On ne la connaît pas, quoi. Donc, la petite dame, Et comme c'est on la un trouve homme, belle, mais on ne la connaît pas. et que j'aime bien entendre Donc une parler, séance, et ben, par contre, 1 heure et demie, toutes les semaines. On apprend la chanson. Mais après, c'est l'animateur qui chante. On ne refait pas réécouter la version originale à partir du texte qui est sous les yeux. Alors, ce qui est intéressant à souligner, c'est comme l'animateur, l'animatrice, donc fait chanter, donc c'est elle qui donne le la entre guillemets. La mélodie peut être transposée. C'est jamais, en fin de compte, forcément exactement à la même hauteur que ça chante. Des fois, d'ailleurs, ils vont trop haut ou trop bas, suivant la tessiture. est-ce que vous la connaissez? Alors c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'à partir de la 4e et de la 5e séance, on leur demande est-ce que ça vous dit quelque chose? Mais ils deviennent de plus en plus incertains sur cette réponse. Ça marche, des fois, ça marche pas. Vous n'êtes pas certain. Ah oui, je suis pas certain. Elle vous dit quelque chose et elle vous dit rien. Oui. Je voudrais pouvoir, mais... C'est-à-dire que quand on commence à la chanter, si on retrouve quelques... Ça marche à peu près, hein? Mais on n'est pas des cracks. Et vous, Madame Gaucher, l'avez-vous déjà entendu? Ah oui, je l'ai Alors entendu. cette patiente, elle va dire oui, je l'ai déjà entendu. On vous écoute en chantant. On arrive à la 6e semaine. Derrière le mur de mon jardin, La chanson n'a pas encore été écoutée. Et là, elle se souvient parfaitement de la mélodie. de mon jardin, la rivière retrace son
chemin. Monsieur Loiseau, quand vous lisez ces paroles-là, il n'y a pas une petite Alors, musique l'exemple de la qui vous 7e arrive? séance est intéressant. Le texte est sur un tableau. Ils ne l'ont pas sous les yeux. On n'a pas fait écouter la mélodie de chant. Et il y a une patiente qui se met à chanter une mélodie qui n'a rien à voir. Donc elle est évidemment potentiellement parasitée par cette mélodie. C'est Madame Rocher, allez-y. Attendez, Madame Marconi. La dame, elle va essayer Pas évident quand de même. trouver la mélodie. Derrière le mur de mon jardin, il y a Donc elle a la mélodie, elle a plus les paroles. Elle voit en fin de compte le tableau et elle continue donc les paroles. la rivière retrace son chemin. Une chanson que vous connaissez depuis longtemps, Madame Gaucher? Oh, sûrement, il y a longtemps, oui. C'est-à-dire? J'étais jeune, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Vous l'avez appris quand vous étiez jeune? Ah oui, sûrement. Sûrement. Mais jeune fille, quoi. Alors la réponse prototypique, c'est ça. J'ai appris quand j'étais jeune fille, mais aucune capacité à resituer dans le temps, en fin de compte, dans l'espace. Alors, on a fait des expériences pour voir si ça durait à long terme. Et on a vraiment des patients qui nous ont bluffés avec des MMS à 10 et qui ont été capables, 4 mois après qu'on n'ait pas travaillé, en fin de compte, une chanson, on leur représente le texte, et certains, spontanément, vont dire « Ah ben, hop, ils retrouvent la mélodie ». Et ça, c'est quand même tout à fait étonnant d'avoir ce maintien à long terme. Alors, je passe là-dessus. Mais du coup, qu'est-ce que ça nous apprend? Que effectivement, ces patients, ils sont capables d'apprendre une information nouvelle. Donc là, des mélodies, ils continuent à apprendre, ce qui n'était pas une évidence. Les patients ne peuvent pas rendre compte de la source de cet apprentissage. Ça, par contre, c'est une évidence, ils n'ont pas de mémoire épisodique. Il y a un bon maintien à long terme sans rafraîchissement. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment un encodage qui se produit en mémoire à long terme, j'insiste. Un effet comportemental positif, là on n'est pas dans un contexte dit de musicothérapie, bien sûr qu'il y a un effet comportemental et positif, mais là c'est pas ce qu'on a mesuré ici. Est-ce qu'il y a une spécificité musicale de ces apprentissages? Alors ça c'était une vraie question parce qu'on avait l'impression qu'il n'y avait que la musique qui fonctionnait. On essayait de faire apprendre des poèmes, des textes, etc. Ça ne marchait pas. Est-ce qu'on peut l'expliquer d'un point de vue neurophysiologique? Par quels circuits cérébraux ça passe? Le problème, c'est de mesurer ce sentiment, d'objectiver ce sentiment de familiarité. Alors, on a une petite échelle où on code de 1 à 6 les réponses des patients. C'est-à-dire, quand on leur dit « Est-ce que vous connaissez ?» Soit ils disent bon, « Non, jamais entendu, non, je ne vois pas, aucun intérêt », jusqu'à « Ah, il me semble, j'ai déjà entendu », et on code 4 quand ils sont certains, effectivement, ils disent « Oui, je connais ». Est-ce que vous pouvez nous dire, mais vous connaissez ça d'où? Et s'il n'y a pas de contexte, donc c'est 4, pas de contexte, ici il donne un petit contexte, jusqu'à 6, reconnaissance épisodique. Et en fait, en faisant la même chose, c'est-à-dire exposer du matériel dans des ateliers, mais qui sont là, ici, donc chez les patients individuels, des tableaux de peinture qu'ils ne connaissaient pas, eh bien, on a le même phénomène qui se produit. C'est-à-dire au début, ils nous disent « jamais vu cette image, jamais vu ce tableau ». Et pour les 6 tableaux, là, qui sont les tableaux cibles, on leur présente tous les jours, ils ne se souviennent pas nous avoir vus, etc. Et à la fin, ils disent « Ah oui, oui, cette image, je la connais ». Après, on la présente avec des distracteurs, on s'est amusé aussi à changer le premier plan, l'arrière-plan, et ils reconnaissent bien, en fin de compte, la cible. J'insiste pas sur les images, parce que je n'ai pas le temps, mais en définitive, ça marche très très bien. Donc là, en ce moment, évidemment, on essaie de répondre à la question « Mais par où ça passe dans le cerveau ?» Le problème, c'est d'amener des patients à un stade avancé donc de la pathologie dans une IRM pour pouvoir mesurer l'activité de leur cerveau. Donc ici, ce que l'on fait, c'est qu'on va présenter donc à des patients donc des extraits de chansons qu'ils ne connaissent pas, on leur demande s'ils les connaissent ou pas, puis des peintures aussi qu'ils ne connaissent pas. Et on va mélanger en fin de compte ce qui a été exposé, et donc il y a 8 extraits de chansons, 8 peintures, à, en fin de compte, des peintures très connues, genre la Joconde, à des extraits de musique très connus, genre Macabane au Canada, pour ces patients, ils sont très connus, et donc musique et des chansons et des peintures qui sont inconnues, mais du même type.
Ces patients sont à un stade sévère. Pour beaucoup d'entre eux, on en a plus d'une douzaine qui sont en fait entre 3 et 15 de MMS. Il a fallu les habituer à aller, en fin de compte, passer un examen IRM, à fabriquer une fausse petite IRM, à les allonger, à diffuser le bruit de la caméra, à vérifier qu'ils étaient capables de rester allongés pendant 1 heure, en écoutant de la musique, en regardant des peintures. Donc il a fallu aussi les habituer, les familiariser avec la situation. Les participants que l'on a inclus pour l'instant, et on essaye donc de continuer cette inclusion, on en est à 25 patients, 18 sujets à parier sains, sachant que on va continuer les inclusions pour essayer d'avoir un équilibre le plus parfait possible sur différents critères. Qu'est-ce qui se passe là pour l'instant? Clairement, entre la première fois où on leur présente le matériel et puis le dernier jour, alors ça va de 4 à 8 jours suivant évidemment les sujets et les patients, parce que quand ils sont peu détériorés, évidemment au bout de 4 séances, ça y est, ils connaissent, ils reconnaissent. On arrive pour tous les patients au critère 4, je connais. Ce qui est intéressant, c'est que tous les patients donc de cet échantillon finissent par apprendre et par connaître. Et quand on regarde au niveau d'une analyse VBM, donc une analyse morphométrique, on voit bien que l'atrophie significative chez ces patients par rapport au contrôle, c'est une atrophie hippocampique majeure. Donc clairement, on est dans un profil traditionnel donc, de l'altération hippocampique donc de ces patients et qui continuent malgré tout à apprendre. Lors de la séance test que l'on fait passer, il y a bien une différence, là c'est juste sur les chansons, entre le fait qu'ils reconnaissent comme connues les chansons exposées, alors que les chansons qui n'avaient pas été exposées, inconnues, restent bien inconnues. Il n'y a pas de faux positifs ou peu, il y en a forcément plus chez les patients évidemment. En imagerie fonctionnelle, pour l'instant, donc sur une dizaine de patients, on voit en fait que le pattern pour les chansons nouvellement apprises ou pour les chansons anciennes a tendance à être un peu similaire, c'est-à-dire un pattern plutôt qu'on qualifierait de mémoire sémantique plus que de mémoire épisodique. Mais il faut qu'on continue les inclusions. Donc en conclusion, ce que je voulais mettre en avant, c'est que incidemment, grâce à la musique, on a montré qu'on pouvait faire une prise en charge basée sur l'apprentissage avec ces patients, et ce qui est quand même quelque chose d'assez nouveau qui nous permet de changer de regard sur ces patients qui ne sont pas des coquilles vides, qui continuent en fin de compte à imprimer des informations dans leur quotidien, difficilement, dans des conditions particulières. Donc ils peuvent intégrer implicitement de nouvelles informations à long terme. Ça permet d'envisager effectivement la mise en place de programmes de soins et aussi des programmes culturels intéressants. Bien sûr, on a parlé des chorales, de concerts, de visites aménagées donc de musées, etc. Je passe sur les expériences possibles, mais où on peut utiliser ce sentiment, l'émergence du sentiment de familiarité, c'est-à-dire la préexposition à un matériel, pour faciliter, en fin de compte, la compliance du patient dans les activités et le fait qu'il prenne de plus en plus de plaisir à le faire. Et la musique a été un révélateur particulièrement puissant pour révéler et stimuler ses capacités préservées. Donc il n'y a pas que la musique, mais la musique, on le sent bien, et il va falloir effectivement mieux comprendre cette spécificité, à ce pouvoir effectivement de faire émerger cette capacité, non pas de stimuler simplement, mais cette capacité préservée d'un apprentissage implicite, d'un apprentissage par effet d'exposition. Je vous remercie.